7 Si vous minutes. voulez, pour vous les avez un acquis. laser. Merci. Comment on l'utilise? Parfait. Chers confrères, je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je remercie le comité d'organisation de me permettre de présenter mon cas clinique qui s'intitule « Une complication, oui, mais laquelle ?» Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à ce sujet. Tout d'abord, un impératif lors de la gestion d'une complication, il faut avant tout la reconnaître et l'identifier, ce qui peut s'avérer parfois difficile, surtout si on est un pionnier en la matière. Mon cas clinique s'articule autour d'un patient âgé de 83 ans avec une importante déformation thoracique qui est admis à la 3e heure de la douleur d'un syndrome coronaire aigu. Il présente une hypertension artérielle stable sous ramipril. L'examen clinique retrouve un patient agité par la douleur, une hémodynamique plus ou moins stable et un électrocardiogramme en faveur d'un STEMI dont les dérivations antérieures. On décide d'aller en salle de cathétérisme. Par voie fémorale, le patient est agité par sa douleur. La coronographie révèle une coronaire sans lésion significative. L'injection du réseau gauche retrouve une occlusion thrombotique de l'hiver. On décide d'aller en angioplastie primaire. Pour cela, je prends une BU 375, 6F, 375. Je fais glisser un guide floppy. Le guide passe très très facilement. On note qu'il y a une déformation sur le trajet du guide. Vous pouvez la voir ici. Mais on se dit que c'est très probablement dû à la déformation thoracique du patient. On a quand même un passage assez laborieux du cathéter export, mais qui ramène tout de même quelques petits fragments rouges. Cependant, le résultat après l'export est un tant soit peu déstabilisant. Voici l'image que j'ai juste après le passage de mon cathéter export. Donc on se rend compte que le guide est au-delà d'une artère septable, probablement. Sur cette artère, il y aurait une petite poche anévrismale. Point d'interrogation. La question que je me pose à ce moment-là, c'est s'agit-il d'une poche préexistante ou d'une complication? Il n'y a pas d'aggravation de la douleur, l'hémodynamique est stable, l'échocardiographie réalisée en urgence sur table ne montre pas d'anomalie particulière dans le péricarde ou autre, et l'image ne semble pas s'aggraver au fil des injections. Je vous demanderai de voter grâce au boîtier que vous trouverez sous votre siège. D'après vous, s'agit-il d'une image préexistante, d'une perforation de l'artère septale ou d'une dissection de cette artère? Il n'y a pas de boîtier, je rigole. On va regarder les résultats du vote. Donc tout le monde pense que c'est une image préexistante. Je vous remercie pour votre confiance, mais je pense qu'on va se casser la gueule assez rapidement. Donc je mets un deuxième guide dans l'hiver. Je réalise une dilatation au ballon. On devine une sténose courte sur cet interventriculaire antérieur. Je réalise un spot stent. Et voici ce qui me semble être le résultat final. Donc j'ai un bon résultat sur l'interventriculaire antérieur. L'anévrisme me semble stable. Je décide donc d'arrêter la procédure à ce moment-là. Et je monitore le patient en unité de soins intensifs en cardiologie. En USIC, donc on a une sédation de la douleur. Le patient est complètement calme. Hémodynamique toujours stable. L'électrocardiogramme montre une normalisation du segment ST. Mais le hic, c'est qu'en réalisant une échographie au lit du patient, en réalisant l'échographie au lit, on remarque une lacune septale, vous la voyez ici, qui s'accroît de plus en plus malgré une stabilité clinique et une stabilité hémodynamique aussi. Je vous laisse deviner un petit peu le moment de solitude dans lequel je me retrouve. Je décide de revenir en salle de cathétérisme, cette fois-ci en accès radial, le patient est plus stable, il n'est plus agité. Je ne donne pas d'héparine pour le deuxième retour, je ne neutralise pas non plus. Voici l'injection. Je vous laisse revoir le petit monstre. Encore une troisième fois. Bon, là, je pense qu'il y a une détérioration de l'image, donc je pense être sûr et pouvoir affirmer que c'est une complication. Et à mon avis, c'est probablement un volumineux hématome disséquant du septum. Il est 23 heures. Donc j'appelle ma heart team pour discuter un petit peu des modalités de prise en charge de ce patient, sauf que malheureusement, à 23 heures, la heart team, c'est ça. Prenons mon courage à deux mains, je mets un guide floppy dans cet hématome. Durant cette garde, je n'avais pas accès au coil ni au stent couvert, donc je décide de gérer la situation avec un ballon non compliant. Je réalise 3 inflations de 15 minutes chacune, l'objectif étant d'essayer de thromboser cette image. Voici ce qui se passe après ma première inflation. Brièvement, donc la deuxième inflation. Le résultat après la deuxième inflation, on voit que le produit de contraste
peine quand même à rentrer dans l'image, donc très probablement elle commence à se thromboser. L'échographie réalisée en même temps me confirme que l'image se densifie. Troisième inflation en retirant le guide un petit peu. Bien sûr, les inflations sont faites sous contrôle d'injection pour voir que je ne gêne pas le flux dans l'interventriculaire antérieur. Densification de plus en plus importante à l'échographie qui confirme probablement la thrombose de cet hématome. Et voici le résultat final. Donc on a un très faible passage du produit de contraste. L'IVA est toujours patente. L'échocardiographie faite en même temps me montre une densité identique que le reste du myocarde. Fin du cauchemar, après 3 heures en tout au cath lab, 280 ml de contraste. Pour rappel, la clairance du patient était aux alentours de 65, donc on était limite question produit. Il est minuit, je n'ai plus de diffusion de contraste. Il y a une densification totale à l'échographie. Vous voyez ici le septum. Je n'ai pas de complications mécaniques, il n'y a pas de défect ni épanchement péricardique. L'échocardiographie réalisée au lendemain montre un septum qui s'est affiné, il n'y a pas de défect, pas d'épanchement péricardique. On décide de mettre le patient sous clopidogrel seul pendant 2 jours et puis on reprend par la suite la double anti-agrégation plaquettaire. Notre patient sort au 6e jour avec une bonne évolution clinique et une fonction rénale qui est stable. L'échographie montre une fraction d'éjection qui n'est pas si moche. Le contrôle effectué 3 mois après montre une fraction d'éjection à 52%. En discussion, tout d'abord, une complication, oui, mais laquelle? Donc, c'est probablement une perforation de l'artère septale avec un volumineux hématome disséquant du septum. C'est une complication exceptionnelle. Elle se voit surtout lors des CTO. Elle est décrite après fermeture de CIV ou de procédure de resynchronisation. On a dû provoquer ça avec le guide et l'export en forçant un petit peu. Et puis, il y a eu éruption de sang dans du myocarde nécrotique qui a aggravé le clivage. Les modalités évolutives, ça peut s'étendre, ça peut se rompre dans les structures adjacentes, voire se résorber spontanément. Pour la surveillance, on peut réaliser des échos, coraux, IRM. Tous les hématomes disséquants décrits dans la littérature sont petits, avec régression spontanée. En cas de large hématome, on peut proposer soit, comme on a fait dans notre cas, des inflations prolongées de ballon afin de thromboser l'hématome, la pose de stent couvert ou de stent conventionnel afin d'exclure l'artère nourricière, l'embolisation artérielle ou la prise en charge chirurgicale. Mettez comme message pour ce cas, tout d'abord ne jamais travailler sur un vaisseau borgne tant qu'on n'est pas sûr de la position du guide. Pour cela, il faut plutôt multiplier les incidences. Une analyse rigoureuse des images s'impose à chaque fois qu'on suspecte une complication. Pour gérer une complication ballon, stent couvert, coil, le mieux, c'est ce qui est le plus rapidement disponible pour notre patient. Et lors de la gestion des complications, bien sûr, faire attention aux injections de produits de contraste. On a souvent envie de voir ce qui se passe, mais malheureusement, ça peut induire, en plus de ce qu'on a créé, une insuffisance rénale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. 2 secondes, ne partez pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je trouvais que cette complication était quand même extraordinaire, ce que vous nous avez montré. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment quelque chose moi, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas, Stéphane, tu as eu l'expérience de ça, toi, une perforation? Non. Oui. Mais je pense que clairement, il a adopté une stratégie très ingénieuse avec son ballon, vu qu'il n'y avait pas le matériel pour des coils, mais je pense que chez nous, moi, j'aurais été coilé l'artère. Au départ, ça aurait été intéressant d'avoir une autre obliquité. Il y a peut-être un 45-25 pour voir exactement où notre guide. Tu aurais eu encore plus peur du guide, peut-être qu'en 10-40. Absolument. Au fait, on a quand même réalisé 2-3 injections. Donc, j'ai repris là où on voyait le mieux, mais, plutôt incidence. Mais au fait, la déformation thoracique nous réconfortait. On avait un guide qui passait très facilement. Le patient était courbé sur la table. On s'est dit, c'est clairement l'IVA et c'était ça l'erreur. Et de fait, la dissection que tu as faite, c'est quand tu as forcé ton cathéter d'aspiration dans la septale, tu as déchiré la septale. Oui. On a dû traverser la septale, créer un petit chenal dans le septum, et puis l'éruption de sang n'a fait qu'augmenter le clivage du septum. La meilleure vue pour voir l'IVA, pour être sûr que c'est l'IVA, c'est de se mettre en latéral, même si on y prend un peu plus de rayons. Tout à fait. Thierry? Tout à fait, mais c'est vrai que les jeunes ne font plus de latéral maintenant, ils ont peur des rayons. Une option pour emboliser, quand on n'a pas de coil, on peut prendre ce que font les Japonais, prendre de la graisse cutanée au niveau de la cuisse et l'injecter à travers un cathéter à ballonnet coaxial maintenant. Oui. Le fait de revenir avec un guide floppy, c'est pas très dangereux pour aggraver les choses? Parce que vous êtes revenu à la septale avec un guide floppy. Normalement, c'est avec un
une chose, ça risque d'aggraver. Au fait, question, une fois qu'on avait compris la complication, c'était clair que le guide n'allait pas rentrer plus profondément que ça. Donc, on n'a pas trouvé de souci. Par contre, en montrant ce cas à un de mes collègues français, donc il m'a parlé d'une éventuelle technique où on peut créer une fenestration de l'hématome avec un guide rigide pour essayer de le faire évacuer dans les cavités droites. J'ai recherché ensuite dans la littérature, mais je n'ai pas franchement trouvé de papier dans ce sens. Vous avez pas fait vous avez évité de faire de la protamine pour ne pas que le vaisseau, que l'IVA se bouge, j'imagine. Absolument. Mais vous nous avez dit dans votre présentation, après la première procédure, finalement, j'ai trouvé que c'était pas trop mal et je suis parti. Mais vous trouvez vraiment qu'après la première procédure, le résultat était satisfaisant? Vous aviez pas, parce que de toute façon, de fait, ça s'est aggravé. Mais quand vous êtes parti à la fin de la première procédure, le résultat n'était pas satisfaisant. Heureusement qu'il n'était pas satisfaisant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est resté à l'hôpital. La procédure s'est déroulée la nuit. J'étais pas forcément de garde cette nuit-là, mais comme j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, donc, ayant vu que l'IVA était reperméabilisé, le patient sentait ses douleurs régresser, on s'est dit on va monitorer et voir ce qui se passe. Et donc on avait la sonde d'écho pratiquement en musique chaque 5 minutes, 10 minutes sur le thorax du patient. De voir y retourner. Oui. Et d'ailleurs même le stent, on l'a mis en aval de la septale, se disant si jamais il faut repasser, on n'aura pas la difficulté de passer les mailles du stent, etc. C'est pour ça qu'on a opté pour un 13 spot stent, un 9 de longueur, pour éventuellement pouvoir repasser s'il fallait revenir pour traiter l'éventuelle complication. Mais bon, pour la beauté du cas, il fallait montrer que on n'y croyait pas trop à la complication. Des complications aussi graves, moi j'en ai jamais eu, mais par contre des dissections occlusives avec l'export, oui, ça peut arriver et des fois il faut se méfier parce qu'on croit que c'est un oriflow et puis en fait on met un stent et puis les choses rentrent dans l'ordre. Donc les dissections. Mais vous avez eu un cas beaucoup plus grave effectivement. Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va demander au docteur Guillaume Cellier de présenter le deuxième cas qui est donc prise en charge percutanée d'une CIV après une myomectomie.